Un chant de Noël de Charles Dickens. Un divertissement séquentiel pour le radiogramme sans fil. Dans l'épisode précédent, l'esprit de Noël présent transporta le vieux Scrooge dans la famille de son humble employé Bob Cratchit, qui connaît le bonheur au cœur de sa petite famille malgré son écrasante pauvreté. Sixième épisode, le deuxième des trois esprits, deuxième partie. Tout tremblant, Scrooge subit la réprimande du fantôme, les yeux baissés. Mais il les releva vivement en entendant prononcer son nom. « À Monsieur Scrooge !» dit Bob. « Je propose de boire à Monsieur Scrooge, le patron de la fête. » « Le patron de la fête, vraiment ?» s'écria Madame Cratchit en rougissant. « Si je le tenais, je le régalerais de toutes les bonnes choses que je pense de lui, et il lui faudrait un fier appétit pour les digérer. »« Ma chérie, » dit Bob, « les enfants, le jour de Noël. »« Il faut que ce soit le jour de Noël, en effet, » dit-elle, « pour que nous buvions à la santé d'un homme aussi odieux, aussi pingre, aussi dur et aussi insensible que Monsieur Scrooge. Tu sais qu'il est tout cela, Robert. Personne ne le sait mieux que toi, pauvre garçon. » « Ma chérie, » protesta Bob avec douceur, « le jour de Noël. Je boirai donc à sa santé, pour l'amour de toi, et à cause de ce jour, » dit Madame Cratchit. « Mais ce n'est pas pour l'amour de lui. Longue vie à lui, un joyeux Noël et une heureuse année. Il sera très joyeux et très heureux, je n'en doute pas. » Les enfants burent le toast après elle. Ce fut la première chose qu'ils ne firent pas de bon cœur. Tiny Tim leva son verre en dernier, mais sans entrain. Scrooge était l'ogre de la famille. Le fait de citer son nom avait jeté sur leur fête une ombre qui mit bien 5 minutes à se dissiper. Lorsqu'ils eurent chassé de leur esprit l'image de Scrooge le maléfique, le seul soulagement les rendit 10 fois plus gais qu'avant. Bob Cratchit leur apprit qu'il avait vu pour Maître Peter une situation dans laquelle il pourrait gagner s'il l'obtenait jusqu'à 5,5 shillings par semaine. Les deux jeunes Cratchit rièrent à gorge déployée en imaginant Peter sous les traits d'un homme d'affaires. Et Peter lui-même contempla le feu d'un air pensif entre les pointes de son col, comme s'il réfléchissait d'avance au placement qui l'honorerait de son choix quand il serait en possession de ce revenu étourdissant. Martha, pauvre petite apprentie chez une modiste, leur parla alors des besognes qui lui étaient assignées, du nombre d'heures qu'elle passait à travailler sans s'arrêter, et leur déclara qu'elle avait l'intention de rester au lit très tard le lendemain matin pour se reposer, le lendemain étant un jour de congé qu'elle passait à la maison. Elle leur raconta aussi que quelques jours auparavant, elle avait vu un lord et une comtesse, et que le lord était à peu près de la taille de Peter. Sur quoi Peter souleva tellement haut son col que, si vous aviez été là, vous auriez perdu sa tête de vue. Pendant tout ce temps, les châtaignes et la cruche circulaient à la ronde. Puis Tiny Tim leur chanta une romance où il était question d'un enfant perdu dans la neige. Il avait une petite voix très plaintive et la chanta très joliment en vérité. Il n'y avait rien là de très remarquable. Les membres de cette famille n'étaient pas beaux. Ils n'étaient pas bien habillés. Leurs chaussures avaient depuis longtemps cessé d'être imperméables, leurs vêtements étaient miteux, et Peter connaissait bien, j'en jurerais, la boutique du prêteur sur gage. Mais ils étaient heureux de vivre et pleins de gratitude, satisfaits les uns des autres et de la fête qu'ils célébraient. Et lorsqu'ils s'effacèrent peu à peu au regard, l'air encore plus ravi à la lueur des brillantes étincelles dont l'esprit les aspergea en partant, Scrooge tint les yeux fixés sur eux, jusqu'à ce qu'ils aient complètement disparu, surtout sur Tiny Tim. À ce moment, la nuit tombait et il neigeait assez fort. Et tandis que Scrooge et l'esprit cheminaient le long des rues, les feux qui ronflaient dans les cuisines, dans les salons, dans toutes sortes de pièces, répandaient de merveilleuses lueurs. Ici, la clarté de la flamme vacillante révélait les préparatifs d'un bon petit repas.
avec les assiettes chauffant à qui mieux devant le foyer et les rideaux rouges foncés qu'on allait tirer bientôt pour empêcher le froid et la nuit de pénétrer dans la pièce. Là, tous les enfants de la maison s'élançaient dans la neige pour courir à la rencontre de leurs sœurs mariées, leurs frères, leurs cousins, oncles et tantes, et pour être les premiers à leur souhaiter un joyeux Noël. Là encore, on voyait sur les stores les ombres des convives assemblés. Et plus loin, une bande de jolies filles, encapuchonnées et chaussées de bottes fourrées, qui trottinaient d'un pas léger en bavardant tout à la fois vers la maison de quelques voisins, à leur malheur aux pauvres célibataires qui les verraient entrer, et les rusées magiciennes le savaient bien, les joues rosies par le froid. D'ailleurs, à en juger par le nombre de gens qui se rendaient à des réunions amicales, on aurait pu croire qu'il ne resterait plus personne au logis pour les accueillir quand ils arriveraient. Or, il n'y avait pas de maison où l'on attendît de la compagnie et où l'on empila le charbon sur les grilles jusqu'à mi-cheminée. Dieu du ciel, comme le fantôme exultait, comme il dénudait sa large poitrine et ouvrait sa vaste paume, comme il allait flottant, versant d'une main généreuse sa vive et innocente allégresse sur les objets qui étaient à sa portée. Jusqu'à l'allumeur de réverbères qui courait devant eux, piquant de petits points de lumière la rue ténébreuse, des gens en grande toilette pour aller passer la soirée quelque part, et qui se mit à rire tout haut lorsque passait l'esprit, bien qu'il se doutât peu, cet allumeur de réverbères, qu'il n'avait d'autre compagnon que Noël. Et tout à coup, sans un mot d'avertissement du fantôme, ils se retrouvèrent sur une lande froide et déserte, parsemée çà et là d'énormes masses de pierres brutes, comme si c'eût été un lieu de sépulture pour géants. L'eau s'y répandait partout où elle voulait, ou du moins s'y serait répandue si le gel ne l'avait pas retenue prisonnière. Rien n'y poussait que la mousse et la jonc, entourées d'une herbe rare et grossière. Le soleil couchant avait laissé à l'ouest une traînée d'un rouge ardent, semblable à l'œil menaçant et maussade, dont le regard flamba un instant sur ce paysage désolé, avant de tomber plus bas encore, et de se perdre, enfin, dans les épaisses ténèbres d'une nuit profonde. « Quel est cet endroit ?» demanda Scrooge. « Un endroit où vivent les mineurs qui travaillent dans les entrailles de la terre. Mais ils me connaissent, » répondit l'esprit. « Regarde !» Une lumière brillait à la fenêtre d'une cabane, et c'est vers elle qu'ils allèrent d'un pas vif. Traversant le mur de boue et de pierre, ils trouvèrent une joyeuse compagnie assemblée autour d'un feu ardent. Un homme très vieux, une femme avec leurs enfants, les enfants de leurs enfants, et encore une autre génération, tous vêtus gaiement de leurs habits de fête. Le vieil homme, d'une voix qui parvenait rarement à dominer les hurlements du vent sur la lande stérile, leur chantait un chant de Noël, déjà fort ancien quand il était jeune garçon, et de temps en temps, tous chantaient en chœur. Chaque fois qu'ils entonnaient le chant, le vieil homme se ragaillardissait, et sitôt qu'il se taisait, sa vigueur retombait. L'esprit ne s'attarda pas là, mais il ordonna à Scrooge de bien tenir sa robe, et survolant la lande, se dirigea rapidement vers où? Pas vers la mer? Vers la mer. À sa grande terreur, Scrooge, en se retournant, vit la fin de la terre, l'effrayant alignement des rochers derrière eux. Et ses oreilles furent assourdies par le tonnerre de l'eau qui roulait, rugissait, faisait rage contre les effroyables grottes qu'elle avait creusées et tentait férocement de miner la terre. Bâti sur un morne récif de brisante à fleur d'eau, se dressait à 1 ou 2 lieues de la côte un phare solitaire, que les flots écorchaient et heurtaient sans répit tout au long de l'année. D'épais amas d'algues s'accrochaient à sa base, et les pétrels, nés du vent sans doute, comme les algues de l'eau, volaient alentour, montant et descendant comme les vagues qu'il rasait de l'aile. Mais même en ce lieu, les 2 hommes qui surveillaient la lampe avaient allumé un feu qui, par la meurtrière aménagée dans l'épais mur de pierre, jetait un rayon brillant sur l'océan sinistre. En joignant leurs mains calleuses par-dessus la table grossière à laquelle ils étaient assis, ils se souhaitèrent un joyeux Noël en buvant leur pot de grog. Et le plus âgé des 2, celui dont le visage était racorni et ravagé par les intempéries autant que peut l'être la figure de proue d'un vieux navire, entonna un chant rude qui était lui-même une sorte de coup de vent tempétueux. À nouveau, l'esprit s'envola rapidement au-dessus de la mer noire et houleuse, vite, jusqu'à ce qu'ayant laissé loin derrière eux tout rivage, ainsi qu'il en informa Scrooge, ils vinrent se poser sur un navire. Ils se tinrent auprès du timonier à la barre, auprès de la vigie à l'avant, auprès des officiers de quart, sombres silhouettes indistinctes à leur poste, chaque homme, sans exception,
fredonnant un refrain de Noël, ou pensait à Noël, ou rappelait à voix basse à son compagnon le souvenir d'un jour de Noël passé, mêlé à l'espoir du retour au foyer. Et chaque homme du bord, éveillé ou endormi, bon ou méchant, avait échangé ce jour-là des paroles plus bienveillantes qu'en aucun autre jour de l'année, avait pris une part plus ou moins grande à sa célébration, avait évoqué ses chers absents, avec la certitude que là-bas, ceux qui l'aimaient pensaient à lui. Ce fut une grande surprise pour Scrooge, tandis qu'il prêtait l'oreille aux lamentations du vent et qu'il songeait que c'était une chose bien solennelle que de voyager à travers la nuit déserte au-dessus d'un abîme inconnu dont les profondeurs recelaient des mystères aussi impénétrables que la mort. Ce fut, dis-je, une grande surprise pour Scrooge, ainsi plongé dans ses pensées, que d'entendre soudain un éclat de rire jovial. Ce fut encore une bien plus grande surprise pour Scrooge de reconnaître le rire de son propre neveu et de s'apercevoir qu'il se trouvait dans une pièce agréable, sèche, éclairée, avec l'esprit qui souriait, debout à son côté, en observant ce même neveu d'un air aimable et approbateur. Si par un hasard peu probable, il vous arrive de rencontrer un homme qui sache rire de meilleur cœur que le neveu de Scrooge, tout ce que je puis vous dire, c'est que j'aimerais moi aussi le rencontrer. Présentez-le-moi et je cultiverai sa connaissance. Par une juste, légitime et noble répartition des choses, si la maladie et la tristesse sont contagieuses, il n'est rien qui se communique aussi irrésistiblement que le rire et la bonne humeur. Quand le neveu de Scrooge riait de cette façon, se tenant les côtes, roulant la tête et tordant son visage en contorsion extravagante, la nièce, par alliance de Scrooge, riait d'aussi bon cœur que lui. Et les amis réunis chez eux n'étaient pas les derniers à rire à gorge déployée. « Il m'a dit que Noël était une sornette !» criait le neveu de Scrooge. « Parole d'honneur, et il le croit !»« Ce n'en est que plus honteux pour lui, Fred, » dit la nièce de Scrooge, indignée. « Bénies soient les femmes, elles ne font jamais les choses à moitié, elles prennent tout au sérieux. » Elle était très jolie, extrêmement jolie, avec son charmant visage à l'air étonné, tout couvert de fossettes, sa petite bouche charnue faite pour recevoir des baisers et qui en recevait sûrement, son menton où toutes sortes de gentils petits creux se fondaient l'un dans l'autre lorsqu'elle riait, et les yeux les plus ensoleillés que vous ayez jamais vus sur le visage d'une jeune femme. Toute sa personne était ce que vous auriez qualifié de provocante, voyez-vous, mais en même temps, vous l'auriez regardée avec plaisir. Oh, avec un plaisir sans mélange. « C'est un drôle de vieux bonhomme, vraiment, » dit le neveu de Scrooge, « et il pourrait être plus aimable. Cependant, ses défauts portent avec eux leur propre châtiment et je n'ai rien à dire contre lui. » « Je suis sûre qu'il est très riche, Fred, » insinua la nièce de Scrooge. « Du moins, c'est ce que tu as toujours dit. »« Et quand cela serait, ma chérie, » répondit le neveu de Scrooge, « sa fortune ne lui sert à rien. Il ne fait pas le bien autour de lui, il ne se rend pas la vie agréable, il n'a même pas la satisfaction de penser que c'est nous qui en profiterons un jour. Il m'exaspère, » fit observer la nièce de Scrooge. Les sœurs de la nièce de Scrooge et toutes les autres dames exprimèrent la même opinion. « Oh, pas moi, » dit le neveu de Scrooge. « Je le trouve à plaindre. Je ne pourrais pas lui en vouloir, même en m'appliquant. Qui souffre de ces méchantes lubies? Lui-même, toujours. Tenez, il s'est mis dans la tête de nous détester. Il a refusé de venir dîner avec nous. Conséquence? Après tout, il ne perd pas un dîner bien mirifique. »« Vraiment? Je trouve qu'il perd un très bon dîner, » interrompit la nièce de Scrooge. Tout le monde dit la même chose et l'on doit reconnaître qu'ils étaient bons juges, car ils venaient de terminer le repas. Les desserts étaient encore sur la table et les convives se pressaient autour du feu sous la lampe. « Bien, je suis content de l'apprendre, » dit le neveu de Scrooge, « parce que je n'ai pas grand confiance dans ces jeunes maîtresses de maison. Qu'en dis-tu, toi, Topper? » Topper avait nettement des vues sur une des sœurs de la nièce de Scrooge, car il répondit qu'un célibataire n'est qu'un misérable paria qui n'avait pas le droit d'exprimer son opinion sur ce sujet. Sur quoi, la sœur de la nièce de Scrooge, la petite potelée au fichu de dentelle, passerelle avec les roses, rougit très fort. « Continue, Fred, » dit la nièce de Scrooge en frappant des mains. « Il n'achève jamais ce qu'il a commencé de dire. Quel ridicule bonhomme !» Le neveu de Scrooge s'abandonna de nouveau à son hilarité, et comme il était impossible de se préserver de la contagion, bien que la sœur Potelée s'y efforçât à l'aide de vinaigre aromatique, son exemple fut unanimement suivi. « J'allais dire, »
reprit le neveu de Scrooge, que la conséquence du fait qu'il ne nous aime pas et qu'il refuse de venir se réjouir avec nous est, je pense, qu'il perd d'agréables moments qui ne lui auraient pas fait de mal. Je suis sûr qu'il se prive de compagnons plus plaisants que ceux qu'il peut trouver auprès de ses propres pensées, soit dans son vieux bureau moisi, soit dans son logement poussiéreux. J'ai l'intention de lui offrir chaque année, qu'il le veuille ou non, la même chance d'en sortir, car j'ai pitié de lui. Il peut bien se moquer de Noël jusqu'à sa mort. Je le mets au défi de ne pas être ébranlé dans son opinion lorsqu'il me verra arriver année après année, régulièrement et toujours d'aussi bonne humeur, pour lui dire « Comment allez-vous, oncle Scrooge ?» Si seulement cela lui donnait l'idée de léguer 50 livres à son pauvre commis, ce serait déjà quelque chose. Je crois pourtant qu'il a été assez ébranlé par ma visite d'hier. Ce fut à leur tour d'éclater de rire à l'idée de Fred en train d'ébranler Scrooge. Mais comme il avait un très bon caractère et que l'objet de leur rire lui importait peu pourvu qu'il les entendît rire, il les encouragea à manifester leur joie en faisant gaiement circuler la bouteille. Après le thé, on fit un peu de musique, car c'était une famille de musiciens, et je vous assure qu'ils savaient à merveille chanter à plusieurs voix ou en canon. Topper, surtout, faisait faire gronder sa voix de basse comme personne, sans gonfler ses grosses veines de son front ni devenir rouge. La nièce de Scrooge jouait fort joliment de la harpe. Elle joua, entre autres morceaux, un petit air tout simple, un rien, vous auriez appris à le siffler en 2 minutes, qui était bien connu de la petite fille qui jadis allait chercher Scrooge à l'école, comme le lui avait rappelé le fantôme des Noëls passés. Quand cette mélodie se fit entendre, toutes les choses que le fantôme lui avait montrées lui revinrent en mémoire. Il s'attendrit de plus en plus et songea que s'il avait pu l'écouter souvent, des années auparavant, il aurait sans doute cultivé les douceurs de la vie pour son propre bonheur et de ses propres mains, sans avoir recours à l'appel du fossoyeur qui avait enterré Jacob Marley. Mais la soirée ne fut pas consacrée tout entière à la musique. Au bout d'un moment, ils jouèrent aux jeux de société. Car il est bon de redevenir enfant de temps en temps, et Noël n'est-il pas la meilleure occasion de le faire, puisque celui qu'on célèbre est un dieu enfant? Attendez, ils firent d'abord une partie de Colin Maillard. Mais oui, c'est par là qu'ils commencèrent, et je ne crois pas plus que Tucker était vraiment aveuglé que je crois qu'il avait des yeux dans ses bottines. Mon opinion est que la chose était convenue entre lui et le neveu de Scrooge, et que l'esprit du Noël présent le savait. La façon dont il poursuivait la sœur Potelé au fichu de dentelle était un outrage à la crédulité de la nature humaine. Renversant la garniture de foyer, roulant par-dessus les chaises, se cognant au piano, s'étouffant dans les rideaux, partout où elle allait, il allait. Il savait toujours où se trouvait la sœur Potelé. Il n'essayait même pas d'attraper quelqu'un d'autre. Si vous vous étiez jeté sur lui volontairement, comme certains le firent, il aurait fait pour essayer de vous saisir une feinte offensante pour votre intelligence avant de repartir aussitôt en direction de la sœur Potelé. Elle s'écriait souvent que ce n'était pas du jeu, et elle avait raison. Mais lorsqu'il réussit enfin à l'attraper, lorsqu'en dépit de tous les froufrous de sa robe de soie, en dépit de ses fuites papillonnantes, il l'emprisonna dans un coin où elle ne pouvait plus lui échapper, alors sa conduite devint vraiment abominable, car il prétendit ne pas la reconnaître. Il prétendit avec une monstrueuse hypocrisie qu'il était nécessaire de toucher sa coiffure et de s'assurer de son identité en caressant une certaine bague qu'elle portait au doigt et une certaine chaîne qui ornait son cou. C'était abominable, monstrueux. Nul doute qu'elle lui ait dit sa façon de penser quand, une autre partie de Colin Maillard ayant commencé, ils se furent retirés derrière les rideaux pour discuter tout bas d'un air confidentiel. La nièce de Scrooge n'était pas de la partie de Colin Maillard, mais on l'avait installée confortablement dans un bon petit coin sur un grand fauteuil avec un tabouret sous les pieds et le fantôme et Scrooge se tenaient debout derrière elle. Elle se joignit au gage et épuisa toutes les lettres de l'alphabet à « J'aime mon amour à la folie ». Quant au jeu de comment, quand et où, elle y excellait, et à la secrète jubilation du neveu de Scrooge, elle battit ses sœurs à plate couture. Elles étaient pourtant malignes, comme Topper avait pu vous le dire. Il y avait peut-être là une 20aine de personnes, jeunes ou vieilles, mais toutes jouèrent, et Scrooge avec elles. Oubliant complètement, tant il s'intéressait à la scène, que sa voix ne produisait aucun son à leurs oreilles. Il criait parfois très fort le mot qu'il avait deviné. Le fantôme était très satisfait de le voir de cette humeur et le considérait d'un air de si grande bienveillance
que Scrooge le supplia comme un enfant de lui accorder la permission de rester jusqu'au départ des invités. Mais cela, répondit l'esprit, était chose impossible. « Voici un nouveau jeu, dit Scrooge. Une demi-heure, esprit, rien qu'une demi-heure. » C'était un jeu appelé oui et non. Le neveu de Scrooge devait penser à quelque chose et les autres devaient trouver ce que c'était. Ils ne répondaient à leurs questions que par oui ou par non, suivant le cas. Le feu nourri d'interrogations auxquelles il fut soumis lui arracha qu'il pensait à un animal vivant, un animal assez déplaisant, un animal sauvage, un animal qui grondait et grognait parfois, qui parlait à l'occasion, qui habitait Londres, qui se promenait dans les rues, qui n'était pas exhibé en public pour de l'argent, ni mené en laisse, qui ne vivait pas dans une ménagerie, qu'on ne tuait pas à l'abattoir, qui n'était ni un cheval, ni un âne, ni une vache, ni un taureau, ni un tigre, ni un chien, ni un cochon, ni un chat, ni un ours. À chaque nouvelle question qu'on lui posait, le neveu partait d'un nouvel éclat de rire et se mettait dans un tel état de jubilation qu'il était obligé de quitter le divan et de trépigner. À la fin, la sœur Potelé, prise à son tour de fou rire, s'écria « J'ai trouvé! Je sais ce que c'est, Fred! Je sais ce que c'est! »« Qu'est-ce que c'est? » cria Fred. « C'est votre oncle Scrooge! » C'était cela même. L'admiration fut le sentiment général. Bien que quelqu'un protestât qu'à la question « Est-ce un ours ?», la réponse aurait dû être « oui », d'autant que la réponse négative avait suffi à détourner leurs pensées de M. Scrooge en supposant qu'elle eussent tendu de ce côté. « Il nous a valu bien de l'amusement, c'est sûr, » dit Fred, « et nous serions ingrats si nous ne buvions pas à sa santé. Nous avons tous un verre de vin chaud à portée de la main. Je propose donc à l'oncle Scrooge. »« Soit, à l'oncle Scrooge !» s'écrièrent-ils. « Joyeux Noël et bonne année au vieil homme, malgré son mauvais caractère, » dit le neveu de Scrooge. « Il n'a pas voulu de mes vœux, mais il les aura tout de même. À l'oncle Scrooge !» L'oncle Scrooge était devenu insensiblement si gai et si léger qu'il aurait répondu en buvant à son tour à la santé de ces gens qui ne le voyaient pas et prononcé un discours de remerciement que personne n'aurait entendu si le fantôme lui en avait laissé le temps. Mais au dernier mot prononcé par le neveu, la scène entière s'effaça, et l'esprit et lui reprirent leur voyage. Ils virent beaucoup de pays, ils allèrent très loin et rendirent visite à de nombreuses demeures, toujours avec un résultat heureux. L'esprit se tenait au chevet des malades et il reprenait courage, près des exilés en terre étrangère et il se croyait dans leur patrie, près d'hommes tourmentés et il retrouvait la patience avec l'espoir suprême, près des pauvres et ils étaient riches. Dans les asiles d'indigents, les hôpitaux, les prisons, dans tous les lieux où se réfugie la misère, lorsque l'homme orgueilleux n'avait pas usé de sa petite autorité éphémère pour en barricader les portes et en interdire l'entrée à l'esprit, il laissait sa bénédiction et enseignait à Scrooge ses préceptes. Ce fut une longue nuit, si cela ne dura qu'une nuit, mais Scrooge avait quelques doutes là-dessus, car les vacances de Noël semblaient s'être condensées dans le temps qu'ils passèrent ensemble. Il était étrange aussi que, tandis que Scrooge demeurait inchangé dans son aspect extérieur, le fantôme vieillissait à vue d'œil. Scrooge remarqua le changement, mais n'en parla pas, jusqu'au moment où, en sortant d'une réunion d'enfants le soir des rois, et comme il se tenait côte à côte à l'air libre, il regarda l'esprit et s'aperçut que ses cheveux étaient gris. « La vie des esprits est-elle si courte ?» demanda Scrooge. « Ma vie sur ce globe est très brève, » répondit le fantôme. « Elle se termine ce soir. »« Ce soir !» s'écria Scrooge. « Ce soir à minuit. Écoute, le moment approche. » Les cloches sonnaient au même instant les 3/4 de 11 heures. « Pardonnez-moi si j'outrepasse mes droits en vous posant cette question, » dit Scrooge, les yeux fixés sur la tunique de l'esprit. « mais je vois quelque chose d'étrange qui n'appartient pas à votre personne dépassée de votre robe. Est-ce un pied ou une griffe? »« Ce pourrait être une griffe, à en juger par la chair qui le recouvre, » répondit tristement l'esprit. « Regarde ici. » Des plis de sa tunique, il fit sortir 2 enfants misérables, abjects, effrayants, hideux et pitoyables. Ils s'agenouillèrent à ses pieds et se cramponnèrent à ses vêtements. « Ô homme, regarde ici, regarde! Baisse les yeux et regarde! » s'exclama le fantôme. C'était un garçon et une fille, jaunes,
décharné, en haillons, l'air renfrogné, cruel, mais épuisé à force de bassesse. Là où la grâce de la jeunesse aurait dû empreindre leurs traits et leur prêter ses plus fraîches couleurs, une main aussi flétrie et desséchée que celle du temps les avait pincés, tordus, effilochés. Là où les anges auraient dû trôner, rôdaient les démons au regard sinistre et menaçant. Nulle métamorphose, nulle dégradation, nulle perversion de l'être humain à quelque degré que ce soit dans les mystères de l'étonnante création n'a produit des monstres à moitié aussi horribles et terrifiants. Scrooge recula, épouvanté. Comme on les lui présentait ainsi, il essaya de dire que c'étaient de beaux enfants, mais ses paroles s'étouffèrent d'elles-mêmes plutôt que de se faire complice d'un aussi énorme mensonge. « Esprit, est-ce que ce sont les vôtres? » Scrooge ne put en dire davantage. « Ce sont ceux des hommes, » dit l'esprit, abaissant sur eux son regard. « Et ils s'accrochent à moi pour échapper à leur père. Ce garçon est l'ignorance, cette fille est l'indigence. Garde-toi des deux et de toute leur race, mais garde-toi surtout de ce garçon. Car je vois écrit sur son front les paroles qui condamnent tant qu'elles ne sont pas effacées. Niez-les, clama l'esprit en étendant la main vers la ville. Calomniez ceux qui les dénoncent, acceptez-les pour servir vos fins égoïstes et aggraver les choses, et vous verrez ce qui arrivera. »« N'ont-ils pas de refuge ou de ressources ?» s'écria Scrooge. « N'y a-t-il pas de prison ?» dit l'esprit, l'attaquant pour la dernière fois à l'aide de ses propres paroles. « Et les asiles de pauvres ?» Minuit sonna. Scrooge chercha des yeux le fantôme et ne le vit plus. Quand le dernier coup cessa de résonner, il se rappela la prédiction du vieux Jacob Marley. Et, levant les yeux au ciel, il aperçut un spectre à l'allure solennelle, voilé et encapuchonné, qui s'avançait vers lui comme glisse un brouillard au ras du sol. C'était Un chant de Noël de Charles Dickens, avec les voix de Céline Flao, Sylvain Fortier, Caroline Hébert et Jean-Luc Bonspiel. Direction technique, Marc-André Morin. Direction artistique, Caroline Hébert, Marc-André Morin et Jean-Luc Bonspiel.